Bonjour à tous, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, on continue la matinée ensemble sur Sud Radio jusqu'à midi. Dans le grand référendum ce matin, François Hollande doit-il, oui ou non, se représenter en 2017 ? Je vous aurais posé la question il y a 3 mois. Certains que beaucoup d'entre vous, y compris à gauche, auraient tout de suite signé. Mais la donne a un petit peu changé depuis les attentats. Surfant sur cet esprit du 11 janvier, le président de la République a repris quelques couleurs dans les sondages, mais pas assez peut-être encore pour s'assurer de l'emporter dans 2 ans. Et justement, le président a eu cette phrase énigmatique hier pendant sa conférence de presse. Il nous a dit que s'il n'atteignait pas ses objectifs, il ne pourrait pas être candidat dans 2 ans. Drôle de phrase dans la bouche du chef de l'État. En tout cas, ce serait une première dans l'histoire de la 5e si le président de la République rendait son tablier avant de repasser devant les électeurs. Et ça arrangerait peut-être beaucoup de monde, y compris au Parti socialiste. Alors, François Hollande doit-il, oui ou non, se représenter en 2017 ? Je vous attends au 0826 300 300. Vous nous appelez pour dire ce que vous en pensez. Vous votez également sur sudradio.fr et puis vos messages sur les réseaux sociaux, la page Facebook de Sud Radio, Twitter avec le mot-clé Sud Radio. Enfin, par SMS aussi Sud, un espace, votre message que vous nous envoyez au 71 200. Sud Radio, Dimitri Pavlenko, le grand référendum. Le grand référendum Sud Radio, apprendre et comprendre. François Hollande doit-il, oui ou non, se représenter en 2017 ? Vous votez sur sudradio.fr et je vous attends au 0826 300 300. On va en débattre avec nos invités ce matin. Thomas Guénolé, politologue, dans quelques minutes. Et Marielle de Sarnez, députée européenne Modem. Alexis Bachelet, député PS de la première circonscription des Hauts-de-Seine. Bonjour à tous les deux. Alexis Bachelet, je commence par vous. François Hollande, selon vous, doit-il se représenter en 2017 ? Bonjour. Oui, je pense que François Hollande, en tout cas je l'espère, devra se représenter en 2017 Alors devant les Français. C'est quoi ce oui, Alexis Bachelet ? On vous sent un peu hésitant malgré tout. C'est la ligne officielle du PS ou votre conviction sincère ? Non, ma conviction profonde, c'est que François Hollande est en train de mener une action importante au service du pays. Je crois qu'il a lui-même fixé les objectifs de son mandat, le redressement économique, faire reculer le chômage, resserrer les liens entre les Français, restaurer l'autorité de l'État, remettre laïcité aussi au cœur de notre projet de société. Je crois que les objectifs sont nombreux. Il y travaille. Il a été confronté en ce début d'année à des événements dramatiques qui ont pu faire sentir aux Français à quel point il était capable de prendre ses responsabilités, capable de tenir une situation de tension extrême, d'inquiétude, d'angoisse. Et je crois que ce que nous pouvons tous souhaiter pour notre pays, c'est que effectivement les grands objectifs qu'il a fixés depuis le début de son quinquennat et qui sont réaffirmés, je dirais, de manière régulière, notamment à travers ses conférences de presse, qui sont des moments aussi de transparence, de compte rendu aux Français. Il s'y était engagé et il tient régulièrement ses conférences de presse. Je crois que c'est le chemin qu'il faut continuer à tenir. Et alors sur les objectifs, Alexis Bachelet, là, vous nous avez fait une énumération de ces objectifs. Je vous cite la une du Parisien du jour. Et les chômeurs, monsieur le président, et les chômeurs, il n'en a pas du tout parlé. La lutte contre le chômage qui reste pour beaucoup de Français, je reprends ce sondage du 1er janvier, ça reste la priorité numéro 1 des Français. Il y a eu aucune annonce en la matière hier. Oui, mais ça, moi je pense que c'est, je dirais, parce que les décisions économiques qui ont été prises depuis le début du quinquennat, elles vont pas être remises à jour tous les 6 mois. Quand on fait effectivement le pacte de responsabilité et qu'on apporte de l'aide à nos entreprises à travers un certain nombre de dispositifs fiscaux ou à travers aussi la simplification administrative, tout ce travail-là, il est en cours. On attend les effets du pacte de responsabilité, Alexis Bachelet, sur le front de l'emploi. Si vous voulez, je pense que les Français comprennent qu'en matière d'économie, on ne peut pas d'abord changer de cap tous les 6 mois. Et une fois qu'on a mis un cap en place, il faut le tenir pour que les effets et les objectifs soient atteints. Donc là, je pense que de ce point de vue-là, ça serait même pas très sérieux si tous les 6 mois, à chaque conférence de presse, le président de la République faisait des annonces nouvelles ou différentes de ce qui a été décidé il y a plusieurs mois et qui, nous l'espérons tous, va produire ses effets. Simplement, il y a aussi un élément de contexte, c'est que cette conférence de presse, elle intervient à la fois dans un climat national particulier
suite aux événements, aux attentats du début de l'année et au sursaut républicain du 11 janvier, et aussi dans un contexte international particulier. La guerre est à nos portes en Europe. Il y a effectivement une intensification du conflit également au Moyen-Orient. La France est présente également en Afrique sur plusieurs théâtres d'opération. Donc c'est aussi normal que l'intervention du président de la République soit adaptée au contexte et aux enjeux et aux sujets du moment. Avec nous également Marielle de Sarnez. Bonjour Marielle, Bonjour. Députée européenne MoDem. Vous avez écouté du coup François Hollande hier pour cette 5e conférence de presse. Je l'ai même regardé. Vous l'avez même regardé, formidable. Alors Marielle de Sarnez, ce président de la République était fortement contesté, y compris dans ses rangs. Les frondeurs dont on parlait beaucoup avant Noël, on les entend plus trop aujourd'hui. Pensez-vous que la donne a changé aujourd'hui pour François Hollande dans la perspective de 2017 ? Peut-il aujourd'hui légitimement se représenter, d'après vous, dans 2 ans et demi ? Moi, je pense que la question n'est pas peut-il ou doit-il, c'est que je crois que dans la logique de la Ve République, je l'ai toujours pensé, même quand il était très très bas dans les sondages, la logique de la Ve, c'est que le président sortant se représente. Donc moi, j'ai toujours pensé que François Hollande avait envie de se représenter, et ferait tout pour se représenter. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, un mot sur sa conférence de presse, un mot au fond sur la suite des événements terribles de ce début du mois de janvier. Moi, je lui donne un satisfecit sur la manière dont il a géré la séquence, sur la manière dont la France fait face et fera face en Europe et avec l'Europe sur la question du terrorisme. De ce point de vue-là, je lui donne aussi un satisfecit sur la manière dont il gère la politique étrangère. Je trouve que l'initiative qu'il a prise avec Angela Merkel est une bonne initiative. De partir en Ukraine. Je ne sais pas du tout si elle réussira, si elle débouchera, mais pendant qu'on a un John Kerry qui est en Ukraine pour éventuellement vendre des armes, entre guillemets, aux Ukrainiens, donner toutes ses chances à une diplomatie conjointe de l'Allemagne et de la France, c'est bien. C'est ce qu'avait fait d'ailleurs François Mitterrand il y a 30 ans avec la Nouvelle-Calédonie. Même principe, conférence de presse, et il part le lendemain. C'est bien. Là, je trouve qu'il est à la hauteur de la fonction du chef d'État. Bon, en revanche, si vous m'interrogez sur la politique intérieure, là, je considère qu'il y a, au fond, une absence d'ambition et de vision dans les objectifs, dans les perspectives pour notre pays, et que les réponses ne sont pas du tout à la hauteur. Mais ça, c'est le débat politique, Marielle de Sarnez. Est-ce que c'est normal qu'on se pose la question de savoir... C'est pas le débat politique, ce sont des faits, ça, ce que je viens de dire. Oui. Mais est-ce que c'est normal de se poser la question, y compris dans les rangs des socialistes, on en parlera tout à l'heure, de se poser la question de savoir si François Hollande doit se représenter... Mais ça, c'est le problème des socialistes, j'allais dire. Moi, je vous dis, dans la logique de la 5e, la logique, c'est que le président de la République, il n'y a jamais eu de précédent différent, sauf quand Mitterrand est parti, évidemment, au bout de 2 mandats. C'est que le président de la République sortant, il a envie, quand il y est, d'y rester. Voilà, ça s'est toujours passé comme ça. Après, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on prenne un peu de hauteur et qu'on regarde, au fond, qu'est-ce qui sera bon pour la France à la prochaine élection présidentielle. Et si je vous dis ça, c'est qu'au fond, malgré la remontée de François Hollande, malgré les qualités des uns ou des autres, moi j'ai le sentiment qu'il y a aujourd'hui, quand il se pose la question de l'élection présidentielle, elle est lointaine, il y a beaucoup de choses qui vont arriver avant, donc il faut faire attention de ne pas faire de politique fiction. En même temps, ce que je ressens, c'est qu'il y a des millions de Français qui n'ont pas envie de rejouer le match de la dernière fois. Il y a des millions de Français qui n'ont pas envie, au fond, de revoir François Hollande et Nicolas Sarkozy dans un match de surcroît arbitré par Marine Le Pen. Alors, c'est toute la question des politiques qui pensent qu'au fond, ces millions de Français, ils ont envie d'autre chose, que peut-être il faut une élection présidentielle la prochaine fois qui sorte de l'ordinaire, qui n'oppose pas un camp à un autre avec des promesses qui sont faites et qui sont, au fond, jamais tenues, et qui apportent de la désespérance dans le pays depuis 30 ans. Peut-être qu'il faut un chemin nouveau. En tous les cas, moi, je mettrai toute mon énergie de mon côté au centre avec mes amis à essayer d'esquisser ce chemin nouveau. Alexis Bachelet, comment vous interprétez cette phrase de François Hollande que je citais en introduction ? Si je n'atteins pas mes objectifs, je ne pourrai pas être candidat dans 2 ans. C'est quoi ? C'est une prise de conscience qui ne pourra pas tenir certaines de ses promesses de 2012 ? Ou est-ce que c'est l'intérêt supérieur de son camp, finalement, qui primera pour savoir qui sera le bon champion dans 2 ans et demi pour les socialistes ? Non, je crois que c'est la prise de conscience de la fragilité de la parole publique et de la défiance aussi des Français vis-à-vis de cette parole publique. Et je crois que si effectivement il répète, parce que ce n'est pas la première fois qu'il le dit lors d'une intervention publique, si il s'engage sur effectivement
la réussite, le retournement économique de la conjoncture économique, et s'il met, je dirais, son destin personnel dans la balance, c'est parce qu'il pense que c'est le combat principal. Donc ça renvoie aussi à votre question de tout à l'heure sur est-ce que on a suffisamment parlé des questions économiques et de chômage. Je crois que c'est vraiment la toile de fond, le fil conducteur depuis le début du quinquennat. Je ne vais pas dire qu'au début du quinquennat, il n'y a pas eu des tâtonnements et peut-être des hésitations sur la stratégie et les choix politiques. Tout le monde l'a constaté et je crois que ça faisait partie peut-être des critiques qu'on pouvait porter à ce début de quinquennat. Mais Alexis Bachelet, sur sa personne, ce que disait Marielle de Sarnez est très vrai. Il y a beaucoup de Français qui n'ont pas envie de revoir le match de 2012. François Hollande contre Nicolas Sarkozy, arbitré par Marine Le Pen. Est-ce que le casting ne doit pas changer pour cette simple raison de base, savoir que les Français n'en veulent pas? Mais moi, je pense qu'il faut prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire que cette élection présidentielle, elle ultra personnalise les débats. On est sur la cravate de travers, on est sur tel ou tel comportement. Alors bon, il y a eu des comportements qui ont pu choquer, notamment dans le quinquennat précédent de la part d'un président de la République. Peut-être que certains Français n'apprécient pas tel ou tel comportement de l'actuel président de la République. Mais est-ce que il y a aussi dans François Hollande, l'affaire Julie Gaillet, ça n'a pas été très non plus une bonne séquence. Vous pensez franchement que l'avenir du pays dépend de la manière dont on porte une cravate ou de tel ou tel détail? Non. Moi, je pense que l'avenir du pays, c'est des grands choix, des grandes orientations et surtout des résultats. Je crois que ce que les Français attendent, c'est de l'efficacité. Si l'efficacité, elle n'est pas au rendez-vous, il est clair qu'il y a un problème de crédibilité de la parole publique. C'est ça, finalement, que dit le président de la République à travers ses déclarations successives. Maintenant, moi, je vais vous dire, je pense que l'autre problème dont on souffre en France, c'est de ces institutions binaires où, effectivement, au deuxième tour, c'est la droite contre la gauche, ou parfois même la droite et l'extrême droite. Et ça pourrait être bousculé, justement, Alexis Bachelet. On va en reparler un peu plus tard dans l'émission. Claire, un message au standard. Vous nous lirez ça peut-être juste après la publicité. On marque une très courte pause. Je vous rappelle la question du grand référendum du jour. Faut-il, oui ou non, que François Hollande se représente en 2017 ? Qu'en pensez-vous ? Sera-t-il le bon candidat pour la gauche dans 2 ans, candidat à sa propre succession ? On va accueillir Thomas Guénolé dans un petit instant, politologue. Le grand référendum se poursuit juste après la pub. À tout de suite. Sud Radio, Dimitri Pavlenko. Le grand référendum. Le grand référendum Sud Radio, apprenez à comprendre. François Hollande doit-il, oui ou non, se représenter en 2017 ? J'attends vos appels. Venez nous en parler. 0826 300 300. Vos messages sur la page Facebook de Sud Radio, sur Twitter, et vous votez sur sudradio.fr, où vous pouvez également nous laisser vos commentaires. On en débat avec Alexis Bachelet, député PS de la première circonscription des Hauts-de-Seine, Marielle de Sarnez, députée européenne Modem, et Thomas Guénolé qui nous rejoint. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, avant peut-être de vous donner la parole, ce message qui nous est laissé par Patrick, un auditeur, qui est assez intéressant. Allez-y Claire. Oui, c'est un message qui dit ce serait très bien que Hollande se représente car il maintient une bonne cohérence dans le pays. En revanche, ce qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas choisir le bon Premier ministre. Voilà, pierre jetée dans le jardin de Manuel Valls, Thomas Guénolé. Alors évidemment, peut-on parler de François Hollande, de son éventuelle candidature à sa propre succession en 2017, sans parler de Manuel Valls, sans parler du Premier ministre, de ce couple exécutif ? Je dirais plutôt, peut-on parler de l'identité du futur candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle de 2017 sans mentionner qu'il doit y avoir une primaire ? Ah oui, Je réponds à votre question. Ce débat sur la primaire qu'on avait déjà eu et qui théoriquement est inscrit dans les statuts du Parti socialiste, Thomas Guénolé. Vous avez une excellente mémoire, je vous en félicite. Effectivement, dans les statuts du Parti socialiste, et Alexis Bachelet vous le confirmera sans doute, l'article 5.3.1 des statuts prévoit toujours que le candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle est désigné par une primaire ouverte, c'est-à-dire à laquelle toute personne qui souhaite venir voter peut voter, et à laquelle tout parti de gauche qui veut se joindre peut se joindre. Et il n'y a aucune exception qui soit mentionnée. En particulier, il n'est pas marqué dans les statuts que si le président de la République si le président de la République sortant est membre du PS et veut se représenter, il est dispensé de primaire. Ce cas-là n'est pas prévu. Donc, à ma connaissance, le Parti socialiste est un parti qui a à cœur de respecter ses propres statuts. Je suppose que M. Bachelet, ici présent, vous le confirmera. Et donc, il y aura bien une primaire. Donc, quand vous me dites est-ce que Hollande, est-ce que Valls, etc. Avant de se représenter en 2017, il faudra d'abord qu'il se présente à la primaire du Parti socialiste, vous dites, Thomas Guénolé. Ou alors, c'est que le Parti socialiste ne respecte pas ses propres statuts. Vous voyez bien
le dilemme cornélien, j'allais dire. Marielle de Sarnez, c'est vrai que c'est un peu, quelque part, le piège aujourd'hui de ce système des primaires auquel le PS, théoriquement, doit se plier avant de proposer un candidat à l'élection présidentielle de 2017. On élude un peu la question aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'en parle pas du tout, alors que c'est prévu dans les statuts du parti. Moi, je ne crois pas un mot de ça. C'est évidemment dans les statuts. Thomas Guénolé a raison. C'est un observateur très, très fin de notre vie politique. Mais je ne crois pas du tout que ça va se passer de cette façon-là. C'est-à-dire, je crois que l'esprit, au fond, de nos institutions, de notre Constitution, s'imposera et sera, je n'en doute pas, plus fort que la simple écriture des statuts du Parti socialiste. Au fond, un président de la République sortant, il ne va pas aller sur les tréteaux dans les départements français pendant 3 mois ou 6 mois. Dans les fédérations socialistes. Alors qu'on est dans les fédérations socialistes, alors qu'il est le président de la République en exercice, que le monde est ce qu'il est, les déstabilisations sont ce qu'elles sont, les menaces sont ce qu'elles sont à l'extérieur, à l'intérieur. Ce serait mal jugé qu'il y consacre du temps. Je ne crois pas une seconde à cette hypothèse. Mais si je peux me permettre de rebondir, votre invité disait tout à l'heure, avant que Thomas Guénolé ne s'exprime, qu'il y avait un problème avec nos institutions. Je le rejoins. Il a parfaitement raison. Nous avons des institutions qui ont installé une espèce de bipolarisation clivante, droite contre gauche, gauche contre droite. On est au gouvernement, l'opposition vous dit que tout ce que vous faites est nul. L'opposition revient au gouvernement et dit que tout ce qu'ont fait les prédécesseurs était absolument nul. Ce qui fait depuis 30 ans, on n'avance pas, on recule. Et ce qui fait depuis 30 ans, le seul qui avance, c'est le Front National. Et donc il faudra bien qu'un jour, et j'ai regretté de ce point de vue-là que François Hollande se soit échappé hier soir sur la réforme des institutions. Cette réforme, elle est indispensable. On a une démocratie à bout de souffle. Mais on en ressort d'une réforme institutionnelle. Non, mais on a besoin de diminuer, on a besoin de choses concrètes. Oui. On a besoin de diminuer notre nombre de députés et de sénateurs. Ils sont trop nombreux. Il vaut mieux moins de parlementaires qui fassent bien leur job. On a besoin de repenser l'équilibre du pouvoir entre le Parlement et le pouvoir exécutif. Et on a besoin, pardonnez-moi de le dire, que le pluralisme s'exerce à l'Assemblée nationale. Oui. Aujourd'hui, on a grosso modo 2 partis qui font 90 ou 95% des sièges et qui ne représentent même pas 50% des Français. Mais ça se fait au détriment du centre, d'ailleurs. Pardonnez-moi, du centre, centre et d'autres. Pardonnez-moi, les démocraties ne peuvent pas fonctionner de cette manière-là. Bon, alors en tout cas, avant qu'on avance sur ce chapitre institutionnel, justement, Alexis Bachelet, en rebond sur ce que disait Thomas Guénolé, et la primaire dans tout ça, prévue par les statuts du PS, François Hollande doit-il se représenter en 2017 ? François Hollande doit-il avant se soumettre aux primaires du Parti socialiste ? Écoutez, Thomas Guénolé a rappelé ce que sont les statuts de notre parti et le fait qu'il y a une primaire qui est désormais inscrite non seulement dans les statuts du Parti socialiste, mais aussi, je crois, qui pourrait faire partie de notre nouvelle culture démocratique si effectivement c'était confirmé à chaque élection. Mais est-ce qu'il n'y a pas une occasion là de donner l'exemple, justement, Alexis Bachelet, sur cette idée de respecter Je rappelle souvent que là où les primaires ont été, entre guillemets, inventées, ou en tout cas là où elles ont une tradition longue, c'est aux États-Unis, y compris le président Obama s'est soumis à des primaires, alors certes un petit peu formelles. On n'a pas les mêmes institutions, ni la même constitution. Oui, non, on n'a pas les mêmes institutions. D'ailleurs, on a 2 tours pour ça. Le système des primaires a été inventé pour sélectionner le candidat à l'élection présidentielle. Bon, voilà. Donc, y compris dans les formations de l'opposition, du côté de l'UMP, on a décidé de mettre aussi un système de primaires en place. Donc après, moi, je ne vais pas faire de la politique fiction. Je ne sais pas si François Hollande sera candidat à sa succession. Je ne sais donc pas s'il se soumettra à des primaires. Et les scénarios sont divers. Si le président de la République décide de se représenter... Mais non, mais ça pose quand même, Alexis Bachelet, ça pose quand même une vraie question, ce que vous dites. Vous ne savez pas si François Hollande se soumettra à la primaire. Vous parlez d'exemplarité, précisément. Non, je ne sais pas s'il sera candidat à sa succession. Oui, non mais voilà, c'est vrai. Mais il n'évoque lui-même pas le cas de la primaire. Alors là, ça pose une vraie question, parce que ça serait sûrement mal compris des Français qu'il consacre du temps à une élection interne, finalement, alors qu'il est président de la République. Mais de l'autre, s'il ne joue pas le jeu de la primaire, quelque part, eh bien, il s'affranchit des institutions qu'il a lui-même contribué à mettre en place. C'est compliqué, là, quand même. Hein. Absolument. Il y a donc une forme de contradiction paradoxale qu'il faudra surmonter. Moi, je vais vous dire, ma position de principe, elle est assez simple et je l'ai déjà exprimée plusieurs fois. Je suis favorable à ce que les primaires soient maintenues et, si possible, élargies à toute la gauche.
pour donner, dès le premier tour, une véritable assise aux candidats de la gauche et éviter que ne se reproduise le 21 avril 2002. Voilà. Après, moi, j'en fais pas une question de personne. Encore une fois, personne ne sait, on est encore loin de l'élection de 2017. Il peut se passer beaucoup de choses. On l'a vécu ces derniers jours, ces dernières semaines. On a vécu des événements hors normes auxquels on était... auquel on ne s'attendait pas forcément, on a su y répondre, mais c'était des événements hors normes. On a quand même des textes, des institutions, y compris au PS, qui théoriquement permettraient d'avoir quand même une idée du scénario à venir. Thomas Guénolé, ça vous surprend ce que dit Alexis Bachelet par propos justement de ces primaires au PS dont on ne parle plus finalement, qui serait en fait le jeu du candidat de l'opposition finalement. Les primaires, c'est bien quand on est dans l'opposition, pas quand on est au pouvoir. L'opposition au niveau du Parti Socialiste, vous voulez dire, ou l'opposition je dirais plutôt au Parlement, mais enfin en l'occurrence c'est intéressant aussi de soulever cette question-là, Thomas Guénolé. Parce que visiblement, il y aura une primaire à droite, ça c'est à peu près acté, mais pas de primaire à gauche prévue. Le parti au pouvoir joue pas forcément le jeu des primaires. Ah pardon, j'étais pas au courant. J'ai bêtement lu les statuts du parti, il est marqué qu'il doit y en avoir une. Mais ça s'est jamais fait. Ça s'est jamais fait. Et alors, c'est marqué dans les statuts. C'est l'occasion de le faire. Pardon, mais je voudrais surtout pas passer pour un abruti borné, mais quand règlement, on le fait. Ou alors qu'on m'explique que le Parti Socialiste, qui est l'un des grands partis du pays, a l'intention de violer ses propres statuts. Non, je veux dire, il y a quand même là-dessus une question qu'il faut soulever. Je remercie d'ailleurs Alexis d'avoir répondu avec beaucoup de clarté en ce qui le concerne à titre personnel. Après, moi, j'aimerais qu'il y ait la même clarté que celle dont lui-même fait preuve du côté de la direction du Parti Socialiste et du côté du Conseil national du Parti Socialiste, etc., etc. Parce que ce serait quand même lamentable que cette question soit réglée à la dernière minute, de manière sale, plus ou moins acrobatique et plus ou moins bâclée. Les deux pires choses qui pourraient arriver, ce serait que à la dernière minute, ce soit soumis en loose day, si vous me passez l'expression, à un vote du congrès qui va arriver en juin, là, le congrès de Poitiers, si ma mémoire est bonne, de modifier la procédure. Le congrès du Parti Socialiste, oui. Voilà, le congrès du Parti Socialiste qui doit avoir lieu au mois de juin. Ça, ce serait un peu sale, mais bon, ce serait bien de l'annoncer avant, au moins un mois avant, si vous voulez, plutôt qu'à la dernière minute. Au fait, il faut modifier la procédure. Ou alors, encore pire, c'est de faire une décision qui serait, en fait, contraire aux procédures internes. Je vous donne un exemple, parce que ça s'est déjà produit dans l'histoire du PS. C'est... le Conseil national, c'est-à-dire le Parlement du parti, pour résumer, n'est pas compétent pour prendre ce genre de décision, mais il s'assoit sur les statuts et il prend quand même la décision, en l'occurrence de ne pas faire de primaire. Donc, ce débat doit être soulevé, ne serait-ce que parce que, mettez-vous 2 secondes à la place des adhérents du Parti Socialiste qui ont adopté par leur vote, c'est les adhérents eux-mêmes qui ont voté ça, qu'il y aurait des primaires. Et derrière, écoutez les enfants, on va faire autre chose. Ce n'est pas très sérieux. Marielle de Sarnez, sur ce principe des primaires, c'est quand même très intéressant ce que dit Thomas Guénolé, c'est-à-dire que dans la politique en France, il y a les textes qui régissent normalement le fonctionnement de la vie politique et il y a la pratique finalement. Écoutez, on verra. Ça, vraiment, je n'ai pas voix au chapitre. Je ne suis pas militante du Parti Socialiste. C'est une affaire qui regarde le Parti Socialiste. Les statuts d'un parti, par définition, c'est leur affaire. Moi, je vous ai parlé de l'esprit des institutions, de la Ve République. Je ne crois pas du tout réaliste, mais pas du tout. Peut-être, on verra, peut-être les faits me démentiront. Et je vous dirai, écoutez, les faits m'ont démenti. Je ne crois pas du tout à ça. Je ne crois pas du tout à cette hypothèse dans le cas où le président de la République sortant se représente. Après, mais je ne suis pas certain, Marielle de Sarnez, que les Français attendent François Hollande sur une réforme institutionnelle. Mais moi, je ne suis pas certain que les Français attendent des primaires matin, midi et soir. Je pense que les Français, ils attendent des responsables politiques qui arrêtent de leur mentir, qui arrêtent de faire des promesses qui sont intenables, qui arrêtent de s'étriper quand François Hollande est un menteur pour vous, Marielle de Sarnez ? Non, mais tous les hommes politiques, depuis 30 ans en campagne, ont dit un certain nombre de choses qui, derrière, n'ont jamais été tenues. C'est ça qui fait l'explosion du Front National. Vous aussi, vous l'avez fait, ça ? La montée du Front National. Non, jamais. C'est peut-être pour ça que François Bayrou n'a pas été élu. C'est qu'on a dit la vérité exacte sur, au fond, les difficultés du pays et les remèdes qu'il fallait apporter. Voilà. Moi, je souhaite que la présidentielle de la prochaine fois soit réussie.
C'est-à-dire que celle qui sera élue et qui sera s'entourer ensuite d'une équipe, s'attelle vraiment aux difficultés de la France, répondent vraiment aux attentes des Français, retrouve une efficacité politique, renoue avec une forme de confiance. Et pour ça, c'est vrai qu'il faut faire bouger aussi les lignes, qu'il faut faire bouger les institutions. Vous comprenez, la bipolarisation, c'est simple, c'est vachement confortable. Vous avez un parti au pouvoir, l'autre, il peut être nul, il peut être mauvais, il peut n'avoir aucune idée, ne pas faire de travail intellectuel. De toute façon, automatiquement, il sait qu'il va revenir au pouvoir. Et ainsi de suite. Et ça fait 30 ans que ça dure. Moi, je souhaite que la prochaine élection présidentielle soit une élection d'adhésion. Et qu'on n'ait pas des candidats qui seraient élus éventuellement par défaut. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus important. Alors vous parlez du mensonge justement, Thomas Guénolé, petit coup de pub, c'est aujourd'hui que vous décernez votre prix du menteur en politique. Je note que François Hollande ne fait pas partie de la liste des nominés justement. Pour le coup, il n'est pas pris en défaut sur ce chapitre-là de la parole non tenue ou du mensonge éhonté. Alors, il ne faut pas confondre la promesse non tenue avec le fait d'avoir menti, car ce n'est pas la même chose. Par ailleurs, le prix 2014 du menteur en politique a été décerné, parce qu'il a été décerné ce matin, le communiqué de presse est parti. Donnez-nous la primeur sur Sud Radio, enfin pas la primeur du coup, parce que ça a déjà été communiqué, mais rappelez-nous qui a gagné du coup, si je puis dire. Vous êtes la première personne à qui je le dis à la radio, en tout cas, effectivement. Le vainqueur est Nicolas Sarkozy. Bravo. Encore une élection gagnée pour lui. Pour ces 17 mensonges répétés en boucle pendant la campagne d'élection à la présidence de l'UMP. Il y a cependant des prix spéciaux. Jérôme Cahuzac a reçu un prix spécial pour l'ensemble de sa carrière. Il y a eu également un prix Un certain regard qui a été décerné à Jean-Pierre Jouyet pour sa créativité en ayant inventé le démenti de son propre démenti. Oui. Et puis vous avez le prix Jeune Espoir qui a été remis à Guillaume Pelletier parce que le jury a estimé que c'était un menteur extrêmement prometteur par rapport à son jeune âge. Bon, voilà, encore une bipolarité gauche-droite si je puis dire. Donc je rappelle, Nicolas Sarkozy, Jérôme Cahuzac, Jean-Pierre Jouyet, Guillaume Pelletier. Non, pardon, mais ce n'est pas vrai. Dans la liste des nominés, vous aviez Jean-Luc Mélenchon pour cette dénégation éhontée de son absentéisme au Parlement européen, alors qu'il est absentéiste au Parlement européen. Vous avez Marine Le Pen qui a été nominée pour une série d'approximations et d'exagérations sur l'immigration, le djihadisme et l'Europe. Enfin, plus généralement, Thomas Guénolé, c'est vrai qu'aujourd'hui, le mensonge en politique, ça fait très mal aujourd'hui. Ça fait très mal. Alors, en fait, pour moi, la situation du mensonge en politique est à peu près la même que celle que la corruption en politique. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'il y en a plus, c'est que c'est beaucoup plus détecté, déconstruit et dévoilé par telle ou telle rubrique spécialisée ou tel média spécialisé dans le paysage médiatique. Le personnel politique d'il y a 50 ans n'était pas moins menteur et n'était pas moins corrompu. Il l'était même probablement davantage. C'était moins surveillé, c'était moins repris. Simplement, c'était moins surveillé, c'était moins déballé. Et puis, il faut dire ce qui est, les médias à l'époque étaient beaucoup moins libres qu'aujourd'hui. Ils ne le sont pas encore totalement, notamment parce que tout média a un actionnaire, mais quand même, ils sont beaucoup plus libres qu'au bon vieux temps de l'ORTF. Oui. Et je vous donne un exemple, un scandale pour la corruption, un scandale comme le scandale de Panama, où vous aviez la quasi-intégralité du Parlement qui avait trempé dans un scandale de corruption pour des grands travaux concernant le canal de Panama, c'est impensable aujourd'hui. Aujourd'hui, un député se trompe de case dans sa déclaration fiscale, il est dans le canard enchaîné. Alexis Bachelet, un petit commentaire sur ce palmarès du prix du menteur en politique. Manuel Valls aussi faisait partie des nominés. Pour avoir dit la gauche ne peut pas mourir. Peut mourir. Alors qu'elle ne peut pas, justement, par définition. Bon, bonne nouvelle pour la gauche, finalement, Alexis Bachelet. La gauche ne peut pas mourir aussi facilement que cela. Mais pour rebondir par rapport à François Hollande, on pourra toujours effectivement on ne pourra pas lui reprocher finalement d'avoir été pris en flagrant délit de mensonge, ce qui serait peut-être pas en 2014. Oui, mais ce qui serait sans doute la chose la plus grave pour un président en exercice quand même, Alexis Bachelet. Non, mais si vous voulez, les choses sont toujours un peu plus, je dirais, complexes et subtiles que ça. Moi, je pense qu'il faut distinguer ce qui relèverait effectivement du mensonge pur, c'est-à-dire quelqu'un qui dit quelque chose en sachant déjà au moment où il le dit. Oui, on vous entend assez mal, Alexis Bachelet, si vous pouvez parler plus devant votre combiné. Oui. Je disais qu'il faut quand même distinguer le mensonge pur de quelqu'un qui dit quelque chose et qui sait au moment où il le dit qu'il ne le fera pas, de la promesse non tenue ou de l'engagement non tenu, parce que on sait très bien que le monde va très vite. Les contraintes qui pèsent sur l'action politique aujourd'hui n'ont jamais été aussi importantes, dans tous les sens, que ce soit
au niveau de la complexité juridique, le rapport à l'Union européenne, la mondialisation, les collectivités locales et les médias. Et Thomas Guénolé a parfaitement expliqué à quel point aujourd'hui les médias, en matière de transparence, jouaient un rôle et pesaient sur la vie politique. Par contre, il est vrai que ce qui nuit à l'action politique et à la parole publique, c'est de prendre des engagements qu'on n'arrive pas à tenir. C'est là que je reviens à ce que disait Marielle de Sarnez. Je pense qu'effectivement, il y a une sorte de romantisme dans la vie politique française et de cynisme pour ceux qui mentent, parce qu'il y a aussi des menteurs, qui fait qu'on est toujours tenté de dire plus que ce qu'on est en capacité de faire. Eh oui, c'est tout c'est la logique des promesses de campagne non tenues. Alors ça, on va continuer à parler du cas de François Hollande dans ce grand référendum. Je vous rappelle la question du jour. Doit-il se représenter en 2017? Thomas Guénolé nous rappelait ce petit détail qui a son importance, à savoir que théoriquement, eh bien, il doit y avoir une primaire, quel que soit le cas de figure, au pouvoir ou pas au Parti socialiste. Il doit y avoir une primaire à laquelle théoriquement François Hollande devrait se soumettre. Selon les statuts du PS, qu'en pensez-vous? Cette primaire, cela vous intéresserait-il d'y participer? Vous votez sur sudradio.fr 0826 300 300 si vous souhaitez prendre la parole à l'antenne. Nous sommes avec Alexis Bachelet, député PS des Hauts-de-Seine, Marielle de Sarnez, députée européenne Modem. Merci Thomas Guénolé d'avoir été avec nous. On vous laisse à la prochaine. Vous restez avec nous, on revient dans un petit instant. À tout de suite. Sud Radio, Dimitri Pavlenko, le grand référendum. Le grand référendum Sud Radio, François Hollande doit-il se représenter en 2017? Doit-il faire cette primaire au sein du Parti socialiste théoriquement prévue par les statuts du parti? On en parle avec Alexis Bachelet, député PS de la première circonscription des Hauts-de-Seine, et Marielle de Sarnez, députée européenne Modem. Marielle de Sarnez, précisément, si on regarde un petit peu en arrière, il n'y a pas très longtemps de cela, il y a 2 ou 3 mois, on entendait l'opposition appeler François Hollande à la démission. Bon, jusque-là, rien que du très normal, mais également dans son propre camp. Je me souviens d'une interview donnée à Michel Rocard qui déconseillait à François Hollande, c'était en octobre dernier, de se représenter. À ce moment-là, Manuel Valls était plutôt corpo en disant non, François Hollande serait le candidat naturel. Mais il y a quand même des voix à gauche qui disaient attention, François Hollande ne doit pas forcément se représenter en 2017. C'est un trop grand risque pour la gauche, Marielle de Sarnez. C'est assez inédit, ça, quand même, dans l'histoire de la 5e. Vous savez, la politique, c'est un condensé d'humains. Et donc, au fond, les hommes sont assez faibles et assez fragiles. Donc, quand ils voient que leur leader ne va pas bien, qu'est-ce qu'ils font? Plutôt que de le soutenir, ils disent « Ah là là, il faut absolument qu'il s'en aille, qu'il se barre, qu'il ne se représente pas ». Le courage en politique est malheureusement assez rare. Moi, je crois qu'il ne faut pas avoir le nez sur les événements de court terme, qu'il faut essayer d'avoir une réflexion qui est plus sur le long terme, de regarder l'intérêt général, de regarder, d'avoir une vision un peu plus large. Je vous redis que je ne crois pas un instant à des primaires. Vous imaginez, par exemple, le président de la République faisant des primaires avec son Premier ministre. Enfin, est-ce que vous croyez qu'il ne faut pas simplement avoir un peu de... Oui, c'est très amusant. Juste un peu de bon sens. De temps en temps, dans le débat politique, on dit tellement de bêtises, pour être poli. Juste, du bon sens. Ça n'est tout simplement pas imaginable. Ou tel membre du gouvernement se présentant contre le président sortant dans une primaire... Enfin, ça n'existe pas. Cette hypothèse n'existe pas. Alexis Bachelet, c'est donc acté. C'est bon, il n'y aura pas de primaire en 2016 au Parti ça n'est socialiste. que mon avis. Je ne Oui. suis pas au PS. C'est à eux de faire le ménage. Non, mais vous avez une opinion quand même relativement tranchée, Marielle de Sarnez. Et puis c'est vrai, vous avez raison. C'est vrai qu'objectivement, il paraît peu crédible qu'il y ait cette primaire Alexis Bachelet. Ce serait quand même, moi je trouve, l'honneur de la gauche finalement d'organiser cette primaire qui aurait des airs un peu bizarres si effectivement le président de la République et son Premier ministre se retrouvaient en confrontation face aux militants socialistes. Ouais, mais là, je crois quand même qu'il faut être un petit peu raisonnable et sérieux. On est dans la science-fiction. On ne sait pas dans quelle situation se trouvera le président de la République l'année prochaine, quels sont les événements qui peuvent survenir d'ici là. Il y a un congrès du Parti socialiste, donc peut-être cette question fera-t-elle l'objet effectivement d'un échange contradictoire entre nous, et peut-être que les statuts pourraient évoluer. Enfin, je veux dire, objectivement, soyons sérieux, il y a des sujets extrêmement plus importants en ce moment à débattre que de savoir... Non, mais il y a toujours plus sérieux, il y a toujours plus important, Alexis Bachelet. Mais regardez aux États-Unis, par exemple, alors même si c'est vrai que c'est une formalité, mais le président en exercice, il repasse devant les militants de son parti pour être adoubé, y compris à sa propre réélection. Ça se passe systématiquement aux États-Unis. C'est dans les mœurs politiques américaines. Pourquoi ça ne serait pas le cas chez nous? Écoutez, moi, j'ai déjà donné ma position. Je pense qu'il faut inscrire les primaires citoyennes dans un temps long.
et donc leur donner la possibilité de se réaliser à chaque élection, quel que soit le contexte. Maintenant, le contexte importe aussi. Les statuts du parti, c'est important. La personnalité des candidats, c'est fondamental. Mais peut y avoir aussi des éléments de contexte. Et je crois que le début de l'année que nous venons de vivre doit nous amener à beaucoup d'humilité et de modestie. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse exprimer des choses aussi tranchées que soit effectivement le fait de dire oui, on est sûr à 200% qu'il y aura des primaires, ou non, ce ne sera pas possible. Oui, moi, je ne dis pas ça, je dis simplement... Bon, le débat reste ouvert, voilà. D'accord. Voilà. Alors, Marielle de Sarnez, ceci dit maintenant sur la pratique du pouvoir, on a vu un François Hollande hier fixer les grands caps, les grands objectifs, finalement incarner davantage un président de la République finalement assez classique, hein, c'est-à-dire l'intendance suivra, la mise en musique finalement des grandes mesures annoncées hier, ce sera pour le gouvernement. C'était important pour François Hollande, vous pensez, de reprendre un peu de hauteur par rapport, y compris aux mesures qu'il a proposées hier? Vous pouvez reprendre de la hauteur, mais ça n'empêche pas d'essayer d'apporter les bonnes réponses pour le pays. Moi, je crois qu'on a vraiment un problème institutionnel. Je crois qu'on a aussi un problème de la définition du rôle du président. Moi, je pense que d'abord, le président, il ne doit pas être de gauche ou de droite, vous voyez, il doit être le président de la République de tous les Français, même s'il vient d'une sensibilité et qu'il a une histoire. Ça, c'est absolument normal. Mais moi, je pense que le président de la République, il doit être au fond représentant de l'union, de cette unité nationale, qui n'empêche pas que des courants politiques démocratiques s'affrontent, pas du tout, mais qui fait que c'est un rôle un peu à part, le président de la République. En tous les cas, moi, c'est ma manière de le voir et de le penser. Et dans ce rôle un peu à part du président de la République, je crois qu'il a une mission qui est, au fond, de montrer le chemin, de montrer la voie, d'avoir une vision, d'avoir des perspectives, de nous dire... Voilà, peuple de France, vers où j'ai envie de vous emmener. Voilà vers où nous allons. Et je trouve que de ce point de vue-là, les réponses ne sont pas là, si vous voulez, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan des réformes qui sont absolument nécessaires pour le pays, qui ne sont pas des réformes pour que ça aille moins bien, mais qui sont des réformes pour que ça aille mieux, qui sont des réformes pour qu'on puisse être plus fort pour affronter, au fond, le monde tel qu'il est. Et donc, je trouve que de ce point de vue-là, il me semble, dans cette séquence-là de perspective en termes de politique intérieure, en termes... Regardez la question de l'emploi. On va arriver, on dépasse les 5 millions de chômeurs, si on inclut ceux qui sont à temps partiel. C'est une désespérance française, c'est un échec français. Regardez notre école, on recule année après année dans tous les classements PISA, et c'est pas de remettre un petit peu d'argent et de refaire sur la table qui va régler la question. Il faut changer le logiciel, quoi. C'est un peu et l'idée, je vais vous dire une chose, c'est pas depuis François Hollande tout ça. C'est depuis bien avant. Si on regarde, au fond, le mandat de Nicolas Sarkozy, il n'y a pas eu de réforme structurelle de fond. Si on regarde le mandat de Jacques Chirac, il n'y a pas eu de réforme structurelle de fond. On n'a pas amélioré notre politique, notre éducation nationale. On a, au fond, autant de jeunes qui, malheureusement, arrivent en 6e sans maîtriser, on sait bien, le sens de la lecture, des mots. C'est ça qu'on a devant nous. Et moi, j'ai envie qu'on affronte ça. Et je trouve que le rôle d'un président de la République, c'est de dire, voilà les difficultés du pays, voilà comment on peut les affronter, voilà vers là où on doit aller. Mais je pense que pour ça, il faut aussi des institutions qui soient plus efficaces que celles d'aujourd'hui. Et est-ce que vous pensez qu'un président de la République, ça doit aussi reconnaître ses échecs quand il n'y arrive pas? Par exemple, sur je pense que tout être humain doit reconnaître ses échecs. Et je pense que connaître des échecs, de toute façon, quand vous les analysez bien, ça vous permet de rebondir. Ça vous permet d'avancer. Mais vous savez bien, François Hollande, je pense qu'il a un tempérament qui est au fond optimiste et qu'il se dit... c'est peut-être pas la peine de faire trop de choses, de bousculer trop de choses. Les choses vont s'arranger toutes seules. Je ne le crois pas. Je crois que si la croissance revient, elle reviendra pour certains pays en Europe bien davantage que pour d'autres pays. Elle reviendra plus, par exemple, pour l'Allemagne ou pour des pays de l'Europe du Nord que pour la France, parce qu'on n'a pas adapté, au fond, notre économie. On a aujourd'hui une économie suradministrée. Il faut y mettre de la souplesse, il faut y mettre de la liberté, il faut prévoir, il faut rendre possible la créativité. Il faut arrêter de suradministrer nos chefs d'entreprise, de petites, de moyennes entreprises. On a un système bloqué en France. Ce qu'il faut, c'est débloquer tout ça. Alexis Bachelet, sur cette idée d'un assouplissement, d'un déblocage, d'un président de la République aussi qui semble attendre que finalement le changement vienne de lui-même.
C'est à lui donc de prendre les rênes, d'entreprendre ces grandes réformes, quitte à travailler aussi avec l'opposition. Cette idée-là aussi, on en a parlé pendant le mois de janvier. L'esprit du 11 janvier, c'est ça aussi, travailler main dans la main, peut-être avec l'opposition, même contre elle, parce qu'elle n'est pas toujours encline à dire oui. Oui, j'apporterai quand même juste un léger correctif à ce que vient de dire Marielle de Sarnez, et notamment sur le fait qu'au fond, dans ce quinquennat, il n'y aurait pas de réforme d'ampleur pour notre pays. Je crois que la réforme territoriale que nous conduisons depuis maintenant près de 2 ans, avec la réduction du nombre de régions, la mise en avant des métropoles, la rationalisation de l'intercommunalité, les nouvelles compétences pour les régions, les départements qui dans certains endroits sont appelés à fusionner ou à se regrouper. Je crois que ça sera une des grandes réformes du quinquennat, et une réforme d'ailleurs qui aurait dû être faite, et là je suis d'accord avec Marielle de Sarnez, depuis bien longtemps. Je crois que le problème de la société française, c'est le décalage considérable entre une classe politique archaïque, une culture du débat qui est parfois proche du néant, avec ses oppositions factices, totalement artificielles entre la droite et la gauche, comme si la gauche ne pouvait pas avoir des idées intéressantes, ou comme si la droite n'avait, je dirais, que des mauvaises propositions. Je crois que tout ça, c'est profondément en décalage avec ce qu'est aujourd'hui la société française. Et que malheureusement, souvent la société française se crispe et se braque au moment de faire un certain nombre de grands changements, parce qu'effectivement, elle ne se reconnaît pas dans la façon dont le débat politique et dans la façon dont les décisions sont prises. Je pense que vraiment, il y a un saut qualitatif à faire, que François Hollande alors a repris un petit peu à son compte. Vous pensez que les Français se sentent mal représentés, Alexis Bachelet? Ah oui, ils se sentent même pas du tout représentés finalement. Et je pense qu'on a une façon de vivre la démocratie dans notre pays qui est totalement dépassée, et qui surtout, et c'est plus grave, ne permet pas de faire des réformes. Et ça fait 30 ans que ça dure. Et finalement, à force effectivement de se crisper, de se combattre jusqu'à l'épuisement les uns contre les autres dans des blocs extrêmement je dirais, durs les uns envers les autres, finalement, ça fait émerger le Front National qui, sans avoir aucune des solutions pour régler les grands problèmes du pays, surfe sur l'échec ou les difficultés des majorités successives à résoudre les grands problèmes du pays. Et ça ne remonte effectivement pas à 2 ans. Ça fait plus de 25 ans que ça dure. C'est étonnant, Marielle de Sarnez. Finalement, vous avez un discours assez proche, du coup, avec Alexis Bachelet, là, pour le coup. Écoutez, si c'est un discours qui pouvait être partagé par une majorité de la classe politique, j'en serais vraiment heureuse. Il faut que cette classe politique, elle évolue, elle bouge. Simplement, je crains qu'elle ne le fasse pas par elle-même, vous voyez. Et donc, c'est pour ça que je pense que ça, il revient aux plus hautes autorités, au président de la République, normalement, de porter cette vision-là et d'avoir ce courage-là. Hier, il s'est échappé sur la réforme des institutions. Je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est très important qu'on adapte nos institutions. Vous savez, nous sommes le seul pays d'Europe qui ait ce mode de fonctionnement. Nous sommes le seul pays d'Europe qui ait ce type d'élection, de mode de scrutin pour les élections législatives. Il faut peut-être réfléchir quelquefois à tout ça et se dire que c'est peut-être pas le meilleur système du monde. Un mot sur la réforme territoriale, qui est citée au fond comme le symbole de la réforme de structure, comme la réforme. Au fond, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire comme réforme? Je pense que ce qu'avait esquissé, et Dieu sait, je suis quelquefois plutôt sévère avec Nicolas Sarkozy, mais il avait esquissé la fusion des départements et des régions, que nous demandons d'ailleurs avec François Bayrou depuis maintenant très très longtemps, avec la naissance de ces conseillers territoriaux. C'était la bonne idée, c'était la bonne piste. Évidemment, la gauche est arrivée, elle a supprimé presque un des trucs qui était bien, que la droite avait fait et qui était bien, et qu'on aurait dû évidemment garder. Fusionner départements et régions, c'était intelligent. Là, la manière dont on a redécoupé les régions, honnêtement, elle ne fait pas sens. J'espère qu'il n'y a pas d'arrière-pensée clientéliste et électorale dans ce découpage. J'espère vraiment. Parce qu'il n'y a pas de sens. On met ensemble des régions qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même identité. Je pense au Grand Sud-Ouest qui est redécoupé un peu n'importe comment. On laisse par contre, je pense à la région centre, des régions toutes seules. Donc on fait cette espèce de découpage à la carte qui, à mon avis, n'est pas
pas clair aux yeux des Français du tout. Oui. Était-ce l'intention d'ailleurs de François Hollande, cette carte-là? Ou est-ce que c'est pas aussi le lot du président de la République, qu'on imagine sans doute trop puissant par rapport à ses pouvoirs réels? On va continuer à en parler dans un petit instant. Je vous rappelle la question du jour, le grand référendum autour de cette question. François Hollande doit-il se représenter en 2017? Vous pouvez encore voter pendant quelques minutes sur sudradio.fr et on attend vos appels 0826 300 300, 15 centimes la minute. À tout de suite. Sud Radio, Dimitri Pavlenko, le grand référendum. Le grand référendum Sud Radio, faut-il que François Hollande se représente en 2017? Oui ou non? Vous votez sur sudradio.fr ou vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Guillaume. Bonjour. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une bonne idée? François Hollande doit-il se Moi, je vais représenter? vous dire tout simplement, depuis 95, je vote plus. Et donc, j'ai envie de vous dire que ça soit aux UMP, PS, etc., je m'en fiche totalement. Et comme vous avez des invités politiques, je vais leur répondre sur une chose. De quel droit ces personnes viennent me parler de chômage quand de l'autre côté, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, on autorise à importer des produits alimentaires qu'on peut produire nous-mêmes et qu'on préfère faire crever nos paysans, nos agriculteurs. Et c'est que une petite chose parmi un ensemble de choses. Donc moi, j'aimerais bien leur faire une proposition. Ils veulent des débats de qualité. Moi, je ne rêve qu'une chose, c'est pouvoir avoir les politiques en face de moi, pour leur poser des questions qui dérangent, dire des vérités, pouvoir les contredire, pouvoir leur proposer des alternatives. Vous vous sentez pas écouté, Guillaume? Vous n'avez pas l'impression que l'électeur intéresse tant que ça les représentants politiques, c'est ça? Ils n'ont rien à foutre. Pour moi, ils ne considèrent non pas comme des citoyens, mais comme des sous-hommes, voire de la merde. Oh bah dis donc, Voilà. vous y allez fort un peu avec nous. Alors c'est vrai que Marielle de Sarnez, que dit avec beaucoup de virulence, Guillaume, ça, c'est le ressenti aussi qu'aujourd'hui beaucoup de Français, cette déconnexion entre les Français d'un côté, les politiques de l'autre, comme s'il y avait un fossé quelque part entre les deux. C'est quand même Mais il triste. y a un fossé. Alors que les élus malheureusement. sont censés venir du peuple même, quand même. Enfin, les élus, ils peuvent pas non plus tout régler dans Oui. le monde d'aujourd'hui. On attend Simplement, trop des politiques, vous pensez? Simplement, la question. En tous les cas, ils devraient faire leur boulot plus et être davantage dans l'efficacité et les réponses qu'on peut apporter. Et donc, pas non plus faire croire qu'ils peuvent répondre à tout. Oui. C'est ça le truc. Après, sur la question qui nous est posée là, dans ce moment de colère que je comprends, c'est sur la question, au fond, de tout ce que nous importons et qui vient d'autres pays, certains produits agricoles par exemple, qui vont arriver sur notre marché moins cher que ce qu'on produit, parce que c'est dû à un dumping social, un dumping fiscal, et qu'il y a des produits de moindre qualité. Oui. De ce point de vue-là, il a raison. Et moi, je crois, c'est quelque chose que je défends depuis longtemps pour la France Oui. et pour l'Europe, qu'il faut ne laisser rentrer dans les frontières, à l'intérieur des frontières européennes, sur Oui. le marché intérieur européen, que des produits qui ont les mêmes normes que les produits que nous fabriquons. Ouais. Mais Pour Marielle qu'il de n'y ait Sarnez, pas non, juste pour finir, Ouais, ouais. parce que là on parle d'un sujet concret, pour qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale. Mais est-ce que Alors, justement, ça veut dire de la volonté Ouais. politique, et ça veut dire aussi, pardonnez-moi, je veux finir ma phrase, que c'est pas la France toute seule qui peut le décider, et ça veut dire que ça, on doit le décider ensemble au sein de l'Union européenne. Mais est-ce que le président de la République, finalement, on le voit pas comme plus puissant qu'il n'est en réalité? Ah ben ça, c'est une décision que vous pouvez prendre. Si les chefs d'État et de gouvernement considèrent que oui, effectivement, il faut peut-être arrêter. Moi, je considère que, bien sûr qu'on est dans un monde ouvert, bien sûr qu'il faut que le commerce international fonctionne. Mais en même temps, quand je vois les Américains, ils défendent les intérêts des Américains. Quand je vois les Chinois, ils défendent les intérêts des Chinois et des produits chinois. Mais moi, je dis que l'Europe doit faire exactement la même chose. Qu'elle doit défendre les intérêts des Européens et que quelquefois, ça n'est pas fait suffisamment. Alexis Bachelet, est-ce que justement, la même question, est-ce qu'on n'imagine pas le président de la République et donc François Hollande plus puissant qu'il n'est en réalité? Il y a des choses qu'il ne peut pas régler, qu'on aimerait bien qu'il règle, mais c'est jamais aussi simple que ça finalement. Non, mais c'est évident que dans notre pays, il y a des attentes considérables en direction, en particulier du président de la République, parce qu'il est la clé de voûte de nos institutions et qu'il est élu au suffrage universel direct, mais également envers les élus. Moi, je comprends tout à fait que nos concitoyens soient exigeants envers les élus sont au service. Oui, parce que ce que fait Guillaume, qui ne vote plus depuis 20 ans, ça fait 20 ans qu'il vote plus, il y a plein de Français dans son cas, on voit le taux d'abstention dans le Doubs, là, près de 60% des électeurs qui ne sont pas allés voter. Oui, ben, écoutez, là-dessus, moi j'ai un discours aussi qui est un petit peu... Je comprends que les citoyens soient exigeants envers les élus, mais on a aussi le droit de dire la vérité à nos concitoyens. Il y a un tas de pays dans le monde où on n'a pas le droit de vote.
Il y a un tas de pays dans le monde où les gens sont emprisonnés pour leurs idées et n'ont pas le droit, effectivement, d'exprimer ce que vient d'exprimer votre auditeur. Votre auditeur, ce qu'il vient de dire, il peut le dire parce qu'il est dans un pays libre. Il est dans un pays libre parce qu'il y a des gens aussi qui se sont battus pour qu'on instaure une démocratie. Et le droit de vote, excusez-moi de le rappeler, il est universel depuis 1945. Avant, les femmes n'avaient pas le droit de vote pendant longtemps. Donc, les gens, moi, qui ne votent pas, j'ai envie de leur dire... regardez aussi un petit peu ce qui se passe en dehors de la France et dites-vous quand même qu'on est dans un pays libre et que c'est une chance de pouvoir choisir ses élus. Bon, pour terminer l'émission, Alexis Bachelet, très rapidement, sur la question du jour, François Hollande doit-il se représenter en 2017? Très rapidement, oui, non, vous pensez qu'il faut qu'il soit candidat à sa succession en 2017? Écoutez, honnêtement, je pense que la question n'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour. Moi j'ai dit tout à l'heure à quel point le contexte, les circonstances pouvaient peser sur ce type de décision. Donc je crois que le moment n'est pas venu de savoir si François Hollande sera candidat ou non à sa succession. Moi je pense qu'il peut et il doit l'être. Mais en attendant, il y a encore énormément de travail à faire au service des Français. Bien sûr, et c'est en obtenant des résultats, notamment sur le terrain économique, mais pas seulement, en faisant aussi des propositions pour 2017. François Hollande a jugé sur son bilan, évidemment, il y a encore deux ans et demi pour cela. Marielle de Sarnez, très rapidement, oui, non, François Hollande doit-il se représenter? Moi, je suis comme les millions de Français dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ils n'ont pas envie du match retour, ils n'ont pas envie d'un nouveau match Hollande-Sarkozy, donc c'est non, arbitré par Marine Le Pen. Moi, j'ai envie de travailler à autre chose. Et ben voilà, donc je vous donne les résultats du sondage sur sudradio.fr. La question, François Hollande doit-il, oui ou non, se représenter en 2017? Vous dites non à 67%, défiance envers l'actuel président de la République exprimée par ceux qui ont voté sur sudradio.fr. Merci Marielle de Sarnez d'avoir été avec nous ce matin, députée européenne Modem. Merci à vous aussi Alexis Bachelet, député PS de la première